On sait que les grottes ornées étaient souvent des grottes profondes. Alors la plupart du temps, on n'habitait pas au fond des grottes parce que c'était assez inconfortable. Aujourd'hui encore, quand on va au fond d'une grotte, il fait plutôt 15 degrés, mais il fait très humide, 80% d'humidité. Il fait sombre, évidemment, on est dans l'obscurité, donc ce ne sont pas forcément des endroits très propices à l'habitat. Donc on habite plutôt à l'entrée des grottes. Et à cette entrée des grottes, donc c'est là qu'on va retrouver les couches archéologiques, tous les objets donc, de la vie quotidienne de ces populations préhistoriques, mais aussi les objets d'art qui font vraiment partie aussi de leur quotidien. Et il leur arrive bien sûr parfois d'aller graver ou d'aller peindre sur les parois des grottes. Et ce qui est bien à la grotte du Placard, c'est qu'on a tout. On a vraiment tous les types d'objets possibles et imaginables pour ces périodes, mais on a aussi des parois gravées. L'art pariétal, c'était un art qui était, nous, qu'on appellerait sacré. Eux, ils ne l'appelleraient pas sacré, certainement pas. Mais c'est un art sacré. C'est un art qui avait du pouvoir, qui recelait du pouvoir. Avec cet art, on entrait en contact avec les forces surnaturelles. Et les gens, ils ne faisaient pas ça pour s'amuser, hein, ou pour créer ce que nous, on appellerait de l'art. Ils le faisaient pour entrer en contact avec les forces surnaturelles. On le voit ailleurs. Actuellement, je travaille en Inde avec une collègue indienne. Et pourquoi? Parce qu'il y a un art qui continue en Inde. Vous voyez, un art rupestre dans certains endroits. Mais les gens qui le font, ils le font par exemple pour guérir les malades. Ils le font pour favoriser la chasse. C'est pratique, en quelque sorte. Sur l'art pariétal, il y a toutes les grottes qu'on connaît. Il y en a certaines qui ont pu disparaître aussi. Enfin, certaines, déjà, on sait qu'elles sont fragmentaires. Il y a des figures qui ont disparu. Donc ça, c'est l'art dans les grottes. Mais on a aussi des abris qui ont été sculptés, gravés ou peints. Donc là, c'était sur les parois à l'extérieur. Et il y a quelques années, on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas encore, c'est l'art sur les rochers, carrément en extérieur. Et là, on en a une concentration énorme au Portugal, à Foz Coa. Et là, on a plein de rochers gravés. Donc là, c'est vraiment totalement différent, parce que là, il n'y a plus tout le parcours souterrain en grotte, c'est un parcours en extérieur, et là, on découvre des rochers gravés. Mais il y a tous les supports aussi qui ont pu disparaître. Peut-être qu'ils ont peint et dessiné sur les arbres. Peut-être qu'ils dessinaient au sol, dans le sable, sur la terre. Donc ils peignaient peut-être aussi leurs vêtements sur du bois, sur du cuir. Peut-être qu'ils tendaient des peaux et puis qu'ils peignaient dessus. Enfin, on a les mains négatives qui sont aussi des représentations partielles humaines. Et puis il y a aussi des quantités de signes. Il y en a énormément. Alors ça va des signes très simples. Ça peut être des petites ponctuations faites au doigt, des ponctuations qui vont être crachées avec la bouche, donc un peu plus grosses, des bâtonnets, donc ça c'est les signes relativement simples, mais ça peut aller jusqu'à des signes quadrillés plus complexes. On n'était pas les seuls à produire de l'art, puisque nos cousins néandertaliens, apparemment, gravaient aussi, alors plutôt des signes, on n'a pas vraiment d'art figuratif encore, mais gravaient déjà. Les toutes premières productions artistiques pour Homo sapiens connues maintenant, elles sont très anciennes, notamment en Afrique du Sud. On a déjà des blocs de colorants gravés, des coquilles d'œufs d'autruche gravées dans les grottes de Blombos, par exemple. Peut-être que les paléos commençaient certes par faire des choses abstraites, ensuite peut-être des choses plus concrètes et plus simples, pour ensuite en venir à des dessins très élaborés. Mais ça ne veut pas dire qu'après ça, ils sont restés entre guillemets, dessins réalistes et élaborés. On sait qu'il y a des dessins beaucoup plus récents vers la fin de la préhistoire qui sont beaucoup plus schématiques. Ça peut être juste une évolution de la culture, une évolution des représentations, une évolution de leur mode de pensée, qui fait que c'est peut-être besoin de dessiner plus vite ou de synthétiser certaines idées. On peut imaginer plein de choses, on n'était pas là à l'époque. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faut fermer la porte à une seule interprétation pour une période qui est tellement longue et quelque chose d'aussi complexe que l'art et la représentation d'images. Cette grotte du Placard était très ornée. Il devait y avoir des dessins, beaucoup plus de dessins qu'on ne l'imagine. Et ces dessins comportaient des gravures, des peintures au rouge. Alors, il a dû y en avoir beaucoup plus, parce qu'on en a trouvé des traces. Mais un grand abri comme celui-ci, qui est tout ouvert aux influences extérieures, la peinture a du mal à se conserver. La gravure se conserve
beaucoup mieux. Les Indiens me disaient, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de la conservation des peintures, nous ne nous en préoccupons pas. En fait, ces peintures sont toujours vivantes, elles sont présentes. Et nous les refaisons les peintures dans les abris sous roche ou dans les maisons, aujourd'hui dans les maisons. Mais nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de ce qui se passait si longtemps avant nous, parce qu'elles sont constamment vivantes, ces peintures. Pour nous, cet art préhistorique est un art fossile, un art disparu. Nous n'avons plus de lien avec lui direct. Alors que ce soit les aborigènes qui retouchent aujourd'hui encore les peintures et qui interprètent des peintures qui datent de 30 000 ans, les aborigènes ont des interprétations actuelles de peintures très anciennes. Peut-être que ce ne sont pas les mêmes interprétations d'origine. C'est un art qui est constamment vivant. On peut repenser à certaines tribus de nos jours, mais des tribus qui ont encore gardé leur mode de vie authentique. Enfin, je pense par exemple aux aborigènes d'Australie, qui peignent toujours sur paroi leur mythe fondateur. Donc peut-être qu'il y avait des mythes fondateurs qui avaient été peints aussi par les paléos, dont on a retrouvé les images, qu'on ne sait pas que c'était des mythes fondateurs, mais que ça peut être aussi effectivement ces images-là qui à l'époque racontent une histoire. Pourquoi pas ? Peut-être qu'à l'occasion de leur rencontre, il y en avait un qui disait « Tiens, j'ai trouvé une super grotte, allez, on vient, j'ai demandé aussi à un tel, et puis on se retrouve dans 5 lunes au pied de tel rocher-là, et puis tac, on y va tous ensemble. Ouais, pourquoi pas ? L'idée me plaît beaucoup. » Je rêve encore en dessin animé. Peut-être que certains rêvaient en dessin animé comme moi, ou en dessin orné, en dessin pariétal peut-être. Mais on se dit qu'ils n'étaient pas différents de nous, ils avaient le même cerveau. Et peut-être qu'ils n'avaient pas tout à fait le même mode de vie, mais c'était aussi des parents, des grands-parents, des adolescents, des humains. Donc il y avait forcément des choses en commun, je pense. Peut-être qu'il y avait des artistes paléo quand ils ont commencé. C'était voilà, mais t'es allé peindre sur ce mur-là, fallait pas. Je sais pas, moi, est-ce qu'il fallait des. Est-ce que certains avaient le droit d'y aller, d'autres pas ? Est-ce que tout était toujours bien vu ? Bon, je suppose que oui, mais bon, on peut imaginer beaucoup de scénarios, c'est ça qui est assez drôle. La préhistoire, c'est pas que pour les grands, c'est pour vous aussi, les enfants, la préhistoire. C'est pas un sujet que pour les savants. La préhistoire, c'est finalement simple, c'est accessible à tout le monde. Ce sont des représentations que vous pouvez comprendre vous aussi. Et parfois, vous pouvez avoir des idées qui sont aussi intéressantes que les grands préhistoriens. Ne perdez pas ça de vue, les enfants. Et je pense que vous pouvez, vous, avec les outils des préhistoriques, dessiner aussi bien, peut-être mieux que certains adultes. Ne perdez pas ça de vue non plus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la peinture aérographique, les hommes préhistoriques, ils la faisaient aussi. Et même le système des pochoirs, en fait, les mains négatives, c'est comme des pochoirs. Hein. On peint autour et puis on va avoir la marque qui va apparaître. Les chevaux de pêche-merle, par exemple, c'est de la peinture qui est projetée, donc ça va faire de la pulvérisation exactement comme vont faire les bombes des street artistes. Et il y a certains endroits où ils se sont servis des mains pour faire des masques et des contours plus nets. Il suffit d'avoir un petit bâton et un peu de sable, ou un petit fusain et un petit caillou, ou juste une petite surface de pierre, ou juste une feuille de papier. Et puis, en 3 temps, on peut représenter quelque chose. Peu importe si c'est réaliste ou pas. Et j'ai même envie de dire, peu importe si c'est beau ou pas. L'important, c'est déjà de faire. C'est très important de faire avec ses mains. Et d'oublier un petit peu de juste rester devant une image à rien faire, les bras croisés. Les mains, il ne faut jamais les perdre de vue. Il faut les faire travailler. Je pense que ton cerveau te remerciera aussi quelque part à un moment donné. L'étude de l'art préhistorique nous ramène à notre... Ce n'est pas un paradis perdu, mais c'est notre histoire qui est racontée dans ces grottes et tout ça. C'est notre histoire, l'histoire de l'humanité tout simplement. Et elle nous enseigne quand même une chose, c'est qu'il nous faut respecter cette nature, cette terre qui nous a fait vivre, quoi, qui nous permet d'être ce que nous sommes aujourd'hui.